La pandémie du Covid-19 domine l'actualité dans les médias. Comment informer sur cette maladie sans paniquer les lecteurs? Comment les médias peuvent-ils continuer à informer sans affoler les téléspectateurs? Faut-il que les médias cessent d'informer sur cette crise? Les journalistes accordent-ils une trop grande importance à la couverture de la pandémie? Quel doit être leur rôle en ces temps de crise? Comment peuvent-ils informer de manière responsable? Eh bien, on en parle avec vous, Nicolas Fissian, ancien directeur de la rédaction de Reuters pour l'Afrique de l'Ouest et ancien directeur de l'information politique générale de Reuters pour l'Asie, journaliste depuis plus d'une vingtaine d'années et consultant média et formateur auprès de la Fondation Thomson Reuters. Et notre second invité, Badilon Kawanda, est rédacteur en chef de la radio Tomisia dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Il est aussi correspondant de l'agence Interpresse Service et collaborateur de l'agence Front Presse pour la province du Kawilu au sud du pays. Nous accueillons également Madoché Boli, qui est journaliste scientifique, directeur délégué du journal scientifique et technique du Mali et vérificateur des faits, fact-checker basé au Mali, à Bamako. Il est cofondateur des médias opposition.info et djeliba24.com. Bienvenue à vous, chers invités, et merci d'avoir accepté notre invitation et l'occasion de me présenter à ceux et celles qui me découvrent pour la première fois. Je suis Kosti Balao, le directeur du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington. C'est un forum que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes IGNET pour offrir de l'aide, des ressources, des opportunités aux journalistes du monde entier qui couvrent cette crise sanitaire mondiale. Notre forum existe en 5 langues. Il existe en français, en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais. Et nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent dans nos forums. Aujourd'hui, nous avons un thème qui porte sur COVID-19, comment informer sans faire affoler les lecteurs. Et nous portons à l'intention de ceux-là qui nous suivent que vous avez la possibilité de poser vos questions à nos chers panélistes. Vous pouvez le faire en direct sur Facebook dans les commentaires ou dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. On commence donc avec la première question adressée à M. Nicolas. Monsieur Nicolas, vous êtes journaliste depuis plus d'une vingtaine d'années et vous avez formé des journalistes au Liban, à Madrid, en Chine, en Inde, à Dubaï et dans plusieurs pays d'Afrique. Et vous continuez de former, mais quand vous regardez un peu le travail de ces journalistes, êtes-vous satisfait du traitement médiatique qu'ils font de la pandémie du Covid-19? Question intéressante. Je n'ai pas suivi toute la production des journalistes avec qui j'ai collaboré à travers les années. Je pense que je vais commencer par répondre d'une manière un peu générale. La question nous ramène, comme vous l'avez dit, au rôle du journaliste. Et en fait, il y a d'autres questions qui sont soulevées par cette question, cette idée de couvrir la pandémie sans semer la panique. Je pense, pour ma part, que chaque journaliste et tous les journalistes qui nous écoutent, et ce serait bien d'avoir un tout petit peu un retour de chaque journaliste, si c'est possible dans le contexte de ce panel. Mais je pense que ça nous ramène au devoir principal qui est d'informer le public, c'est-à-dire de leur donner des informations qui leur permettent de faire leur propre décision sur quelque chose d'actualité qui les touche, mais faire leur décision en connaissance de cause. Et cette idée de fournir, informer pour qu'ils aient tous les éléments pour se décider, que ce soit
prendre un vaccin, que ce soit qu'est-ce que je dois faire, mes proches ont attrapé cette maladie. Donc voilà, là, c'est le rôle principal. Et je crois que ça, c'est au cœur de ce qu'on va discuter cet midi. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que les médias ont accordé une trop grande place à l'actualité du COVID-19? À mon sens, c'est aux lecteurs de répondre à cette question. Parce que je prends le cas d'ici au Royaume-Uni. Le débat autour des vaccins, le débat autour de cette maladie a évolué. Je pense que c'est la couverture qui a permis cette évolution. Chaque pays vit différemment. Et je pense que pour bien répondre à cette question, il faut avoir vécu la pandémie au sein d'un pays et de faire la comparaison. Et moi, je ne peux que faire la comparaison avec ce qui se passe au Royaume-Uni, peut-être en Europe plus généralement, mais en Afrique, le vécu de l'Afrique, c'est à mes confrères d'y répondre, je pense. Monsieur Badilon, au sein de votre rédaction, comment avez-vous couvert la pandémie? Est-ce que vous avez accordé aussi un traitement aussi? Oui, merci beaucoup, chers confrères. Oui, je vais un peu rejoindre ce que disait Nicolas tout à l'heure, mais pour moi, dans la rédaction, j'ai toujours demandé aux journalistes d'abord de bien préciser le sujet, puisque lorsqu'on précise le sujet et que l'angle est bien déterminé, ça facilite déjà la tâche. C'est pourquoi, pour répondre à la question, comment informer sans semer la panique? À partir de là, lorsque l'on précise déjà l'angle des traitements, il est clair, puisque généralement, il y a un adage qui dit qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Cet adage-là est sage dans la mesure où, lorsqu'on a été auprès des sources, on a récolté les informations des sources médicales, les autorités, les statistiques données par XY, certaines sources concordantes, le journaliste lui-même est le premier entonnoir. On doit mettre un peu il doit filtrer d'abord l'information. À partir de ces filtres-là, lorsqu'il filtre l'information, il sait savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire. Puisqu'on ramène beaucoup d'éléments, on n'est pas obligé de pouvoir tout rapporter, non. Alors, comment informer, comment traiter l'information sans semer la panique? Là, déjà, nous avons une femme, en fait, un professeur qui s'appelle Karine Wall. Il est professeur à l'université Cardiff, c'est au Royaume-Uni, au sud de l'Europe. Lui a mené une étude au niveau de journaux. Il a consulté 100 journaux qui sont en fort tirage. Le professeur dit ceci, qu'il a constaté qu'on utilise même des vocabulaires, des termes qui sont des termes choquants. Selon son propre terme, je le cite, il dit que ce sont des termes anxieux, des termes qui arrivent à créer justement des paniques, qui créent des appréhensions. Alors, comment informer, comment traiter l'information? Et quels sont ces termes évoqués par le professeur dont vous faites référence aussi? Oui, le terme évoqué, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Je le cite encore, il dit, il a lu plus de 100
journaux et sur 50, je les cite, sur 50 articles, sur 100 plutôt articles, il y a 50 qui utilisent les termes pandémie tueuse. Ce terme-là déjà, c'est un terme qui donne de filtration. Et il conseille même, il va plus loin pour dire qu'il faut éviter les sensationnalismes. En fait, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le journalisme jaune. Ce journalisme-là fait en sorte qu'on utilise des termes, des vocabulaires, surtout les qualificatifs tels que pandémie tueuse ou bien maladie très mortelle. Il y en a qui utilisent même de superlatifs. Là, ça crée des appréhensions. Alors, comment traiter sans paniquer? Effectivement, il faut éviter ces vocabulaires-là, des qualificatifs qui arrivent à donner une connotation péjorative. Donc, voilà pourquoi on doit arriver, tout journaliste, à mon sens, qui arrive à mener tous les éléments des sources qu'il a pu récolter, les éléments qu'il a pu récolter, après avoir filtré, il doit arriver à utiliser des verbes, des termes qui n'arrivent pas à créer des paniques au sein des lecteurs si c'est un article publié. Et récemment, j'ai une expérience à partager avec l'agence nous allons, France-Presse. monsieur, nous allons revenir tout de suite sur ton expérience, mais en attendant, monsieur Mardouché est un journaliste fact-checker. Dites-nous quel est selon vous le rôle du journaliste en temps de crise, monsieur Mardouché. D'accord. Merci aussi pour cette opportunité que vous me donnez. Je voudrais d'abord souligner que moi, je suis un jeune journaliste. Je n'ai pas assez d'expérience comme Monsieur Badilon Kaonda et Monsieur Nicolas Spitian. Voilà. Nous venons à peine de commencer. D'accord. En tant que journaliste, d'abord journaliste scientifique et journaliste fact-checker, notre rôle, particulièrement pendant cette crise de COVID-19, nous avons beaucoup travaillé sur la désinformation qui tournait autour des sujets liés à cette maladie-là. Voilà. Nous avons tout d'abord détecté, surtout au Mali, je crois que au niveau de notre média, des échecs, le Mali a été le 3e pays où nous avons débloqué plusieurs rumeurs autour de la COVID-19. Et j'ai été le premier journaliste à beaucoup travailler sur ces sujets-là, sur les rumeurs au niveau du Mali. Donc, en tant que fact-checker, notre rôle, comme je le disais, c'est de donner la bonne information, de mettre en lumière ce que disent certains web activistes, certains internautes, qui essaient de créer la peur, la psychose dans la société. Donc, nous essayons de nous approcher des autorités sanitaires pour donner la bonne information, parce que nous croyons que ce sont ces autorités, ce sont elles qui ont la bonne information. Donc, voici un peu ce que nous faisons. Nous nous approchons des autorités pour essayer de démentir ce que donnent comme rumeur ces web activistes, ces internautes, qui n'ont que pour eux, c'est la bonne information qu'ils donnent. Hein. Je crois que, à première vue, un internaute, pour lui, c'est une bonne information qu'il a donnée à ses camarades. Donc, c'est à nous, en tant que journalistes, de mener notre travail d'enquêteur pour donner la correcte information. Je vais m'arrêter là. Monsieur Nicolas, quelque chose à dire? OK. Ça soulève le problème. Pour informer, il faut s'informer. Et où est-ce qu'on va pour chercher la bonne information? Et cette question de la désinformation, c'est clé. Mais je pense que la couverture dépend de la vécu de chaque public. Au Mali, il y a un public. Le vécu de la pandémie au Mali, pour bien couvrir la pandémie, pour bien informer les gens au Mali, il faut bien comprendre leur vécu et ce qui est pertinent pour eux.
ça c'est une première chose. Comprendre son public. La deuxième chose, c'est comment bien s'informer. Okay? Où aller? Il y a la question des sources ouvertes, c'est-à-dire avec l'Internet, il y a des sites où on peut aller pour vérifier. Et en plus, que ce n'est pas uniquement pour vérifier, c'est rester à jour. C'est ce que je peux peut-être appeler la veille informationnelle, de suivre l'actualité autour du sujet pour bien s'informer, pour partager, mais aussi pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se dit sur le terrain. Et là, la question, c'est où est-ce qu'on peut aller? Parce qu'il y a une chose que moi, je remarque souvent. Si on est anglophone, il y a des sources multiples. Il y a beaucoup de sources où on peut aller. Ce sont les sources directes. Pour chercher des sources francophones, c'est beaucoup plus difficile. Je suis allé sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a une partie du site qui est en français. Mais quand on cherche le détail sur, mettons, la recherche sur un vaccin, il y a toujours en anglais. Ils disent même en français qu'il faut chercher ça. On peut, il y a un lien, mais le lien, c'est toujours en anglais. Donc, pour les journalistes francophones, il y a ce problème. Les solutions, on peut y venir par la suite. Il y a peut-être certaines solutions, pas forcément idéales, mais certaines qu'on peut discuter. La dernière chose, et Badilon, il a raison, il parlait un peu de la grille de lecture, l'analyse qu'on se fait et la manière dans laquelle on présente ces informations. Et là, moi, je pense que, je crois que la solution, c'est en fait, c'est le journalisme de solution. On peut appréhender un sujet en titrant sur quelque chose qui se passe, OK? On peut faire un peu le catastrophisme. Ou on peut titrer sur un problème que vit le public avec, après une cueillette et une analyse, avec une solution à l'appui ou une analyse des solutions qui se présentent. Donc, je pense que cette histoire de la grille de lecture, c'est, à mon sens, c'est important. Monsieur Nicolas, est-ce qu'on a forcément besoin d'être un journaliste spécialiste de la santé pour bien couvrir la pandémie? À mon sens, non. Ça aide parce que déjà, on comprend bien des éléments de la science qui est derrière, mais un journaliste enquête, ça fait partie, on a sa curiosité, ça fait partie de ce qu'on est. Si on est curieux, on peut, en faisant des recherches, s'informer et faire des reportages. Et en faisant des reportages, en faisant des enquêtes, on s'informe un peu plus et petit à petit, on devient journaliste de la santé en plus de ce qu'on était avant. D'accord. Nous sommes également dans ce webinaire avec le journaliste Hervé Mugisha. Il est journaliste reporter au groupe de presse Ivoaku au Burundi avec une expérience de plus d'une dizaine d'années dans le métier. Monsieur Hervé, dites-nous, vous êtes vous spécialiste santé. Comment avez-vous couvert cette crise chez vous au Burundi? Oui, d'abord, bonsoir à tous mes confrères.
Merci. Et Bonsoir. ici au Burundi, la pandémie, je dirais, bonsoir. Ici au Burundi, je dirais que la pandémie, les choses sont allées graduellement parce que la pandémie est intervenue durant la période dans laquelle le Burundi préparait ses élections de 2020. Et du coup, pour éviter que cette question sanitaire ne soit pas aussi mêlée ou utilisée pour des fins politiques, les autorités ont fait que quand même la pandémie puisse être une question qui est venue après les élections. En fait, on a commencé par traiter ou s'enquérir de la question des élections et puis les choses sont allées graduellement. Effectivement, ce n'était pas une chose facile parce qu'au début, c'était même, bien sûr, le ministre d'alors a reconnu par après que la question de la Covid s'était invitée, en quelque peu, s'était transformée c'était devenu une question politique, puisque par rapport au traitement de l'information, il y avait une certaine omerta, il y avait ce désir de ne pas communiquer du jour au jour l'évolution de la situation. Et au regard de la peur qui s'était déjà commencé à s'installer dans la population, c'était une chose difficile pour les journalistes parce que est-ce que cette peur était alimentée par les médias, M. Hervé? Non, la peur était alimentée par le fait que les autorités n'étaient pas aussi disposées à donner l'information. Parce que ce qui importait, c'était de communiquer par rapport. Parce que lorsque il a commencé, d'abord, les premiers morts, jusqu'à maintenant, on a déjà enregistré 6 morts. Mais c'est la source officielle. Mais en tant que journaliste, bien sûr, quand tu es sur le terrain, tu recordes tes faits, tu recordes tes informations que tu le coupes. D'accord. Et la situation était telle que... Monsieur Hervé, nous allons revenir. Oui, nous allons revenir bientôt à vous. Badilon, vous étiez sur le point de partager avec nous une expérience. Qu'en était-il? Oui, je disais tantôt, je rejoins un peu aussi Nicolas, le choix des sources, c'est très important pour un journaliste. Nous sommes devant une pandémie où la science apporte une grande vérité et puis apporte beaucoup d'éléments où on peut trouver des articles scientifiques en rapport avec cette pandémie. C'est pourquoi j'insiste aussi sur le choix des sources. On peut avoir des sources des experts. Les experts, ils sont experts en cette matière, tel que chez nous en RDC, on a mis une cellule officielle de lutte contre Covid-19. Je m'excuse. Cette cellule-là de lutte donne quotidiennement des statistiques après examen. Après avoir été par-ci, par-là, ils donnent officiellement des statistiques. Mais cela n'empêche pas les journalistes de faire le terrain. Et vous voyez, avec le problème de confinement, le problème de confinement a mis en mal beaucoup de journalistes qui n'arrivent pas à être sur le terrain pratiquement pour couvrir ces informations. Alors, en matière scientifique, en ce qui concerne Covid-19, le choix des sources, c'est un élément majeur à mon sens, dans la mesure où les éléments des informations filtrés arrivent à rendre une information très bien traitée qui ne fait pas paniquer. La connexion fait un petit défaut. Alors, il y a d'autres confrères, j'ai essayé un peu de lire aussi ce que les amis de Sifia Grand Lac ont publié. Ils ont dit, je cite, il faut montrer sans choquer. Il faut arriver à dénoncer sans condamner. Il faut arriver à informer sans décourager. Donc, ce sont en fait des pratiques que les journalistes doivent mettre en pratique, qui doivent appliquer pour arriver à trouver des termes justes, pas
termes choquants, ils doivent aussi éviter ce qu'on a exagéré les faits. Nicolas dit tantôt qu'il faut rendre ce qu'on a vécu. Ce sont les faits. Exactement, il a raison. Parce qu'on ne doit pas donner des anecdotes. Non, on reste dans les faits. Et quand on reste dans les faits, on est fidèle avec les faits. On sait détecter tel fait peut choquer, tel autre. Et là, c'est pourquoi ça m'amène à partager une expérience. Ça fait 2 semaines, il y a eu un accident de circulation chez nous, un bus de transport. En attendant que avait connu un accident où le bus était incendié puisqu'il y avait eu plus de 24 morts de calcinés alors. Des images que j'ai envoyées à l'agence France Presse, le bureau de Kinshasa, mais on n'a pas diffusé choquante. Parce que quand vous voyez les cadavres, qui peuvent voir ces images-là, ou même on peut écrire en décrivant tout ça, il y en a qui peuvent tomber, de ne pas donner des images, de ne pas rendre des textes avec des styles comme des hyperboles. Non, pour nous, nous demeurons dans les faits. Quand les faits sont là, les faits sont tels qu'ils sont, on arrive à... Alors, un autre problème, c'est au niveau des statistiques. Vous voyez des statistiques. Monsieur Badilon, on va arriver sur le point des statistiques, mais en entendant... Ça donne aussi des frustrations. Faut-il... Monsieur Badilon, nous allons revenir sur cette question des statistiques, mais je voudrais poser une question à Monsieur Nicolas en entendant. Monsieur Nicolas, est-il... donner ces statistiques-là, libres, où il y a des scientifiques, il y a des facteurs de statistiques tels que donner terre. Monsieur Badilon, en attendant, nous allons revenir sur les statistiques. Monsieur Nicolas, dites-nous, sur quoi les journalistes doivent-ils concentrer leur reportage? Dans les médias, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de nombre de morts, on parle beaucoup de statistiques qu'on vient d'évoquer, le confrère Badilon, mais tout ça crée au sein de la population des paniques, de l'affolement, de la peur. Mais dites-nous, à votre avis d'expert, sur quoi doivent se concentrer les journalistes? Vous avez parlé tout de suite de journalisme de solution. OK, revenons à cette idée. Parce qu'en fait, le public a besoin de quoi? Chacun le vit différemment. Mais il y a les besoins des communautés. Et je pense que peut-être que ça va aider aux journalistes de comprendre quels sont les besoins. Je pense que cette pandémie et la réponse à cette pandémie suit les étapes. Et je crois qu'il y a certains sujets qui sont peut-être utiles. Commençons. Il y a la réponse. Il y a l'histoire du confinement. Ça, c'est une réponse, le confinement. Il y a aussi la question des traitements. Si on attrape le virus, ou si ses proches attrapent le virus, quels sont les traitements? Au-delà de ça, il y a la question du vaccin. Et autour du question du vaccin, il y a beaucoup de questions à examiner. Et je pense que la couverture de la pandémie, ici, au Royaume-Uni, suit un peu ces étapes différentes et reviennent sur ces étapes différentes. Et à mon sens, la question du traitement, si ma famille a attrapé le virus, en fait, on l'a attrapé, mais ce n'était pas trop grave chez nous. Mais la première question, c'est qu'est-ce que je dois faire? À qui est-ce que je peux me fier? Quel traitement? Il y a beaucoup de traitements qui sont proposés, peut-être, mais quels sont les traitements fiables? Il y a
Maroche a parlé de la désinformation autour des traitements. Il y a des idées des uns et des autres, avec des intérêts des uns et des autres. Et je pense que le rôle du journaliste, c'est de faire son analyse, de s'informer et de donner au public l'information dont chaque famille a besoin pour bien naviguer ce problème. Et ça, c'est en ce qui concerne le traitement. Le vaccin, on peut en parler après. Il y a d'autres choses à dire autour du vaccin. Donc, voilà, il y a là quelques idées peut-être pour alimenter la discussion. Est-ce que vous jugez, M. Nicolas, les informations trop anxiogènes? Est-ce que je les juge comment? Trop anxiogènes, en fait. Non, parce que ça dépend. Je ne peux pas répondre de chaque pays en Afrique. Hein. Ce qui s'est passé ici, la couverture, à mon sens, a un côté plutôt réaliste. On sait que le vaccin n'est pas sans risque. OK? Oui. Et depuis toujours, on sait ça. On n'a pas trop en parlé par le passé, de peur de créer une méfiance envers les vaccins. Mais ce qui se passe ici au Royaume-Uni, on informe le public d'une manière pour leur dire, en fait, il y a un risque, mais c'est un tout petit risque. Et le risque de la maladie, c'est beaucoup plus grand. Donc, mettons, je dois prendre un vaccin. Je vois des titres qui parlent du risque, mais je vois en même temps une analyse qui met en contexte ce risque-là. On dit que le vaccin, oui, il y a peut-être le chiffre, je ne l'ai pas forcément en tête, mais mettons, c'est donc 40 sur... c'est peut-être une personne sur 250 000 qui aura peut-être une réaction sérieuse au vaccin. Mais quand on regarde en même temps le risque que quelqu'un qui n'a pas pris le vaccin court avec la maladie elle-même, le risque est plus grand. Donc, on explique beaucoup plus au public le risque qu'encourt quelqu'un qui prend le vaccin envers quelqu'un qui ne le prend pas. C'est un peu pareil avec... on a aussi des papiers sur les traitements différents. Donc là, c'est... À mon sens, ça permet au public de s'informer parce que cette couverture vient avec des sources. Donc, moi, je peux évaluer ce qui se passe, ce qui se dit, et faire ma propre décision en connaissance de cause. Donc, à mon sens, j'espère que ça commence à répondre à la question. Oui, à la question, justement. Monsieur Badilon, vous étiez en train de nous parler des statistiques, mais dites-nous, en fait, chez vous, est-ce que vous avez eu, vous êtes dans une radio, vous êtes le directeur de la radio Tunisia en RDC, est-ce que vos lecteurs vous ont fait un commentaire ou est-ce que vous avez essayé d'approcher vos lecteurs pour savoir leur retour sur le contenu que vous aviez fourni sur le COVID-19?
Vous avez écouté ma question? Vous êtes avec nous, La monsieur? réaction des lecteurs, c'est tout à fait normal, c'est leur droit. Généralement, donc, des auditeurs pour la radio, généralement, c'est autour des sources, disons des chiffres avancés. Chez nous, en RDC, vous voyez la source officielle, c'est-à-dire que le comité technique parle de plus de 28 000 décès. C'est un chiffre qui effraie par rapport à l'information, mais c'est ça. Ils ont vérifié, ils ont traité, ils ont essayé un peu de voir quels sont les cas probables, quels sont les cas qui sont arrivés à être guéris. Mais dis-moi, ce qui soulage, c'est déjà bon. Ça signifie que toutes ces statistiques-là, d'un moment, ça peut effrayer. De l'autre aussi, ça peut arriver à demander au public de faire très attention parce que est conscientisé pour ne pas se comporter n'importe comment. C'est vrai, il y a des lecteurs qui réagissent. Si, par exemple, on poste sur Facebook, il y a des réactions. Je vous l'ai dit. Parce que pour eux, c'est une maladie. Vous voyez, donc il y a des avis qui sont en train d'être donnés par rapport la connexion n'est pas assez stable, monsieur Badilon. La réaction des lecteurs. Oui, monsieur Badilon, oui, un instant, la connexion n'est pas assez stable. J'espère qu'elle va s'améliorer bientôt. Monsieur Nicolas, nous avons une question pour vous et je profite pour rappeler aux participantes à ce webinaire que c'est un webinaire interactif. Cela voudra dire que vous pouvez nous poser vos questions. Si vous avez des questions à poser à nos chers panélistes, vous pouvez le faire dans les commentaires. Nous avons eu un souci technique avec Facebook, ce qui n'a pas permis la diffusion en direct sur Facebook. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions directement dans les boîtes de discussion qui sont en bas de vos écrans. Il y a une question qui vient d'un journaliste haïtien et qui s'adresse à M. Nicolas qui vient d'aborder le sujet des vaccins. Je lis la question assez rapidement. M. Nicolas, comment on peut amener la population haïtienne à croire à l'importance du vaccin pendant que le gouvernement même organise le carnaval et toutes les autres festivités sans aucun problème? Votre micro n'est pas activé, monsieur Nicolas. Votre micro, monsieur Nicolas. Voilà, OK. Bon, merci pour la question. Je pense que c'est en mettant l'accent sur l'efficacité du vaccin et les conséquences, parce que là, on parle de deux choses différentes, en fait. Le carnaval, ça a plutôt rapport aux politiques de confinement et tout ça. Le vaccin est une réponse efficace à condition qu'on respecte aussi les autres consignes, en fait, parce que ici au Royaume-Uni, par exemple, de plus en plus de personnes se font vacciner. Mais on dit aussi, le gouvernement, mais surtout les scientifiques qui mènent un peu le débat ici au Royaume-Uni. C'est un débat très scientifique ici. Les scientifiques disent qu'on peut avoir de plus en plus de vaccins, mais aussi il faut être prudent. Donc on peut peut-être prendre le cas, si c'est Haïti, peut-être on peut prendre le cas de ce qui se passe ailleurs à titre de leçon. On peut prendre le cas des pays où il y a un problème des foules qui se rassemblent et tout ça.
je me demande si le Brésil a peut-être une certaine expérience à partager là-dedans. Et on peut prendre le cas d'autres pays où on est peut-être un peu plus prudent. Et là, on peut évaluer les statistiques pour voir quel comportement sert les communautés le mieux. Donc, moi, je pense qu'il y a des exemples dans le monde. Si dans son propre pays, on constate que la politique comporte certains risques, on peut analyser ce qui se passe sur le terrain chez soi et on peut le comparer avec ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est une suggestion. Monsieur, une autre question. Est-ce que les journalistes doivent publier toutes les informations qu'ils reçoivent sur cette maladie? Intéressant. Est-ce que les journalistes publient toujours toutes les informations qu'ils reçoivent sur n'importe quoi que ce soit, hein? À mon sens, le rôle du journaliste, c'est de faire un triage des informations et de publier ce qui est pertinent pour leur public spécifique. Ça soulève un problème, un certain problème. Et ça, c'est le problème de la désinformation et l'amplification de la désinformation. Si on prend s'il y a une désinformation, en titrant sur cette désinformation, il y a un risque. Le risque, c'est d'amplifier la désinformation. Donc, le journaliste est devant un choix, ou le rédacteur est devant un choix. Et là, quand je parlais de la grille de lecture, c'était un peu ça que je voulais dire. Les journalistes ont des choix. On peut présenter une information de 5-10 manières différentes. Et à mon sens, le choix, c'est de comprendre les besoins du public en ce qui concerne la meilleure manière de naviguer cette pandémie et d'analyser l'information qu'on reçoit à travers une grille de lecture qui va permettre à tout et chacun de naviguer cette crise au mieux. Et quand j'ai dit tout à l'heure que l'idée, c'est de fournir les informations qui permettent les uns et les autres de faire des choix en connaissance de cause. C'était un peu ça que je voulais dire, en fait. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question. Ça répond totalement à la question. Et je voudrais aussi vous demander, vous, monsieur Nicolas, qui êtes formateur des journalistes, si vous devez donner un conseil à un journaliste qui continue de couvrir cette crise sanitaire, qui continue de traiter l'actualité liée à la COVID-19, que lui diriez-vous, monsieur Nicolas? Je pense que c'est de rester à jour de ce qui se passe. C'est une situation qui évolue très vite, à la fois sur le terrain, mais en même temps, en ce qui concerne les réponses éventuelles qui arrivent d'un peu partout dans le monde, en fait. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent dessus.
il y a des approches des décideurs, des approches différentes. Certains sont meilleurs que d'autres. Il y a des leçons à en tirer. Et c'est en restant à jour sur la multiplicité, en fait, de l'actualité autour de ce sujet. Comment y arriver? Moi, je le suis à travers... c'est pas uniquement des scientifiques, en fait, parce que moi je prends pas mal de mes informations auprès de mes confrères, ok? C'est-à-dire d'autres journaux, que ce soit les journaux spécialisés, que ce soit la BBC, par exemple. Il y a un journal qui s'appelle, ou un site, La Conversation. Il y a des analyses intéressantes qui paraissent là-dessus. Et pour la journaliste, si le travail est bien fait, ce sont des sources secondaires, mais ce sont des sources secondaires qui sont très bien informées. Et si le travail est bien fait, en suivant ce qu'eux, ils écrivent, on peut trouver d'autres sources primaires qu'on peut exploiter soi-même. Donc, surtout avec ce problème pour les journalistes francophones qui ont beaucoup moins d'informations en français, ces sources secondaires, comme je dis, les confrères d'autres publications, ça peut être utile en fait. Donc pour moi, c'est rester à jour, suivre l'actualité et traduisez un peu ça auprès de vos publics à vous. Et aller plus loin avec ces idées. C'est une source riche d'inspiration. Vous avez dit tout de suite qu'il vous arrive de prendre des informations auprès d'autres confrères. Vous avez cité en médias spécialisés, ensuite des conversations qui est décliné aussi en plusieurs langues. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, Monsieur Nicolas, un article que vous avez particulièrement aimé sur la COVID-19? Je peux. Oui, bien sûr. Peut-être nous dire ce qui vous a intéressé dans cet article, pourquoi vous trouvez que c'est un très bon article sur la pandémie. Il y a beaucoup d'articles en fait que j'apprécie. Ce sont les articles qui m'apprennent quelque chose que je ne savais pas. En fait, en tant que journaliste, vous le savez tous, hein, vous le savez, plus vous apprenez, plus vous informez. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les articles qui annonce la nouveauté. Et en plus, moi, il y a la question de... voilà, je reviens. Je peux partager deux articles. Je vais partager les liens peut-être. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai quand quelqu'un d'autre intervient. Mais c'est surtout les articles qui m'informent sur les innovations. Okay? Les innovations, les recherches et qui arrivent avec de bonnes sources, des chiffres, des preuves à l'appui. C'est surtout ça. Nous tendons déjà vers la fin de cette séance virtuelle. Monsieur Mardouchi Bouli, quelle est, selon vous, la meilleure manière d'informer de manière responsable sur la pandémie? Merci. Je crois pour ma part qu'en tant que journaliste, c'est notre métier d'informer, de raconter ce qui se passe. Non, tout dépend de la manière de faire passer l'information. Tout dépend de, comme je le disais, de la manière, et que ce soit la COVID-19, que ce soit l'Ebola, la crime Congo ou toute autre maladie,
il faut rester dans le réalisme. Voilà, ne pas faire du sensationnel et surtout éviter de reprendre les rumeurs sans faire une véritable vérification. Je conseille plutôt d'exploiter les messages des autorités sanitaires pour éviter de créer la panique et toute autre mauvaise interprétation. Parce que pour ma part, les premières sources, qui sont les sources assez importantes et assez intéressantes, ce sont des autorités sanitaires dans le cadre précis de la COVID-19. Je me rappelle très bien, voilà, nous étions au journal scientifique et technique du Mali. Nous avons traité un sujet sur le paludisme. Le paludisme, ce sujet-là avait créé beaucoup de mouvements ici au Mali où surtout plusieurs rumeurs ont circulé pour parler d'une pandémie de paludisme au Mali et certains web activistes avaient même commencé à dire des choses qui faisaient que il y a eu quelques mouvements, des gens se sont soulevés par-ci, par-là. Donc, le journal scientifique et technique du Mali a mené une petite enquête sur le sujet. Nous sommes approchés des scientifiques, des chercheurs. Nous sommes approchés du ministère de la Santé qui nous a donné de bonnes informations pour dire seulement qu'il s'agissait tout simplement d'un pic, mais pas d'une pandémie. Alors que lorsqu'on voyait ce que les internautes faisaient passer sur les réseaux sociaux, des personnes à terre en train de prendre sous perfusion, etc., etc., ça nous a permis de donner la bonne information. Et après cela, on a reçu également un impact factor. On a vu que notre article avait apaisé un certain nombre de personnes. Donc, ma part, pour donner une information sans créer la psychose, c'est de donner la bonne information, s'approcher des sources sûres, des sources des autorités sanitaires dans le cadre de la santé et de vérifier toute information avant de la publier. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Badilon. C'est à votre tour. Vous avez écouté le confrère. Il a parlé des sources officielles. Il a également dit et conseillé de ne pas aller vers des scientifiques qui ne sont pas qualifiés, des gens douteux, mais d'aller vers des gens qualifiés et mandatés pour pouvoir donner une bonne information. Vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire le confrère Madouché? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais atterrir en disant que nous avons une grande responsabilité pour informer. C'est une grande responsabilité sociale. Nous devons arriver au déni, c'est-à-dire de mettre de côté des rumeurs qui n'apportent rien, qui peuvent intoxiquer. Et lors du traitement, j'ai dit, bien vérifier les informations, choisir des bonnes sources, des sources crédibles, bien déterminer d'abord l'angle à l'avance, l'angle de traitement, qui facilite d'ailleurs le travail par la suite. Et puis, en écrivant, éviter les hyperboles. Et il ne faut pas devenir plus toxique que le virus lui-même en tant que journaliste. Et pour éviter cela, une solution, c'est qu'il faut prendre un peu de recul chaque fois lorsqu'on traite l'information, prendre des reculs, critiquer avant d'agir et être rassuré de ce que l'on avance, respecter dans les faits, éviter des rumeurs, pas des commentaires. Et là, on fera un travail de qualité pour arriver à bien informer sans pousser les gens à la panique. Voilà. Merci beaucoup, cher confrère Badilon. Hervé, c'est à votre tour. Vous êtes journaliste du groupe de presse Iwaku au Burundi. Quels sont vos conseils pour ceux et celles qui nous suivent en ce moment, particulièrement les journalistes? Oui, merci Kofi. Kofi plutôt. Mon conseil, c'est qu'on doit toujours avoir à l'esprit le principe sacro-saint du journalisme, c'est de douter tout. De tout. Et comme viennent de le dire mes confrères, c'est aussi de vérifier, s'appeler à vérifier le moindre détail. Et parce que la plupart des fois, il s'avère que le coupable n'est pas celui qu'on pense. Et quand on commence à chercher la petite bête alors que la maladie est plutôt la petite bête est dans les parages, c'est que tu as loupé ta mission. Pour
mon résumé, c'est d'être strict dans la mesure où on doit recouper toutes les sources, toutes les informations possibles pour donner une information bien vérifiée, une information bien de qualité. C'est ça mon conseil. Merci, cher Hervé. Monsieur Nicolas, vous avez la parole. J'aimerais bien juste mettre l'accent sur ce qu'a dit Badilon, cette idée de prendre du recul, réfléchir avant de publier. Je pense que c'est un bon conseil, ça. C'est le Covid, c'est une histoire qui va rester avec nous, je pense, pendant pas mal de temps. Il y a beaucoup d'angles à exploiter. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'histoire du traitement, l'histoire du vaccin et d'autres politiques, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Mais avant tout, c'est une question de vérifier. Je pense que ça, c'est le mot d'ordre. Et de garder un esprit de peut-être de relativiser en ce qui concerne les titres. Ne pas éviter le sensationnalisme, comme a dit Marocher. Et là, Marocher, il a beau être jeune, hein, mais il y a de la sagesse là. Donc, cette histoire d'éviter le sensationnalisme et de vérifier tout le temps, c'est un bon conseil, je pense. Donc, merci à tout le monde. Et je vous souhaite bonne continuation et restez en sécurité. Merci, Monsieur Nicolas. Merci, cher confrère Badilon. Merci, Hervé. Merci, Madouché. Merci infiniment d'avoir été notre invité au cours de notre 42e webinaire sur la thématique du COVID-19 et sur la façon dont les journalistes peuvent informer en ce temps de crise sans affoler les lecteurs et sans les faire paniquer. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Le jeudi prochain, nous aurons une formation sur ce que c'est que le journalisme de solution et à quoi ça sert. Je remercie tous les participants et les participantes à ce webinaire. Il était prévu de le diffuser en direct sur Facebook, mais nous avons eu un souci technique qui n'a pas permis de le faire. Le webinaire sera disponible sur YouTube, sur le site de notre réseau international des journalistes. Nous remercions tous ceux qui ont participé et nous vous rappelons également que nous avons lancé un petit sondage. Il y a mon confrère Aimable qui a envoyé le lien dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans. Nous vous prions de prendre quelques secondes pour le remplir. Ces sondages nous permettent de savoir si ce webinaire a été utile pour vous, s'il a été intéressant, si vous avez appris de nouvelles choses et si vous avez des recommandations et des remarques à nous faire, c'est via le sondage. Nous vous prions donc de prendre votre temps pour le remplir. Merci encore à vous, une fois encore, nos chers panélistes, d'avoir accordé de votre temps pour participer à cette séance qui est très riche et très utile et bénéfique pour les journalistes francophones du monde entier. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, comme je viens de le dire tantôt. Et je vous souhaite bonne soirée, bon après-midi et à la prochaine. Au revoir.